J'avais une arrière-grand-mère, une femme du 19e siècle, donc qui avait des visions, et qui avait des visions parce qu'elle était très croyante, et elle était habitée par ces visions mystiques. Alors, j'ai appelé ça comme ça. Moi, je ne suis pas mystique, mais j'ai toujours aimé les récits de visions. Et ma grand-mère, qui était une femme très croyante, mon arrière-grand-mère, pardon, qui était une femme du 19e siècle, donc une femme que j'ai connue dans les années 70, elle était très très éloignée de la technosphère, mais en même temps, elle n'avait aucune idée des technologies, mais elle vivait dans son entre-deux-mondes, le monde ancien artisanal et le début de l'accélération, on va dire, de l'industrie. Elle ne connaissait aucun autre moyen pour décrire ses visions que de les raconter. Et évidemment, elle avait un peu de honte à raconter ses visions aux autres, mais elle me les racontait parce qu'elle avait sans doute moins honte avec moi, et elle me livrait ses visions. Et ce que je trouvais intéressant, c'est la première chose qui est venue en réfléchissant à cette conférence sur ma pratique de la réalité virtuelle, c'est que Berthe, elle s'appelait Bertoun, mon arrière-grand-mère, en fait, elle était obligée de faire un effort en fait, elle me parlait, elle élaborait une parole pour me faire voir. Voilà. Et cette parole pour me faire voir, c'est quelque chose aussi qu'on va retrouver après dans ce que je fabrique en réalité virtuelle. Une parole pour faire voir. Et la deuxième chose importante, c'est ça. C'est évidemment, en fait, au moment où j'ai commencé à pratiquer, à fabriquer un peu, à me plonger dans les visiocasques, j'ai rencontré un soir à Pigalle, donc quatre personnes. Jean-Marc, qui est là, qui est venu, qui est metteur en scène du théâtre. Élodie Tamayo, qui est une historienne du cinéma qui m'ont fait rencontrer, une historienne du cinéma d'Abelgance. Et puis, il y avait Lorenzo, je crois, le producteur, Virginie, une actrice, et Élodie qui était là. Et ensemble, on a discuté d'une chose que je ne connaissais pas en fait, et dont j'avais l'intuition chez Gans. D'abord, Gans m'intéressait parce que c'était un poète. Enfin, moi, je le considérais comme un poète de la technique, un poète technique. Et c'est vrai que je le considère plus. Enfin, en tout cas, cette histoire-là m'intéressait davantage. Je pense que Godard est un grand poète technique aussi. Et d'ailleurs, il a fait un film en 3D. Je pense que Godard est un grand poète technique, et je pense que Godard, qui annonce toujours un cinéma à venir, avant lui, il y avait Abelgance qui le faisait. Et Abelgance ne le faisait pas tout seul, il le faisait avec Nelly Kaplan, qui lui a permis de mettre en place ses premiers systèmes optiques de ce qu'on a appelé la polyvision. Donc c'était deux, pour moi c'était une tête double. Abelgance, Nelly Kaplan. Ce couple-là, qui ont à la fois été précurseurs de beaucoup de choses, notamment qui sont connus pour la polyvision, donc une vision multidimensionnelle sur un triptyque, qui déjà est une vision dynamique, puisque par exemple, il avait inventé une caméra avec trois objectifs. Il y avait trois objectifs, donc par exemple, qui enregistrait une personne en temps réel. Elle était synchronisée. Par exemple, la caméra enregistrait mon visage, l'autre optique enregistrait ma main et l'autre optique enregistrait ma jambe. Et tout ça, c'était synchronisé et reprojeté en triptyque. Ce qui fait que vous imaginez bien que ça crée une sensation de vertige. De vertige parce que forcément, il jouait sur la synchronisation et aussi sur la désynchronisation au montage de ces fragments. Bon. J'ai toujours été passionné par Abelgance, mais je ne savais pas, et grâce à cette petite réunion à Pigalle, en rencontrant Élodie Tamayo et Jean-Marc, Virginie et Lorenzo, on discute de tout ça, et voilà, et je m'aperçois que Abelgance, et ça c'est Élodie qui me le raconte,
avait un certain nombre de projets mystiques. Et ces projets mystiques, il les appelait les évangiles de lumière. Ces évangiles de lumière. Et dans ces évangiles de lumière, on voit quelque chose comme ça. Alors dans ces évangiles de lumière, ce qu'il appelle des évangiles de lumière, oui, c'est là. C'est dans l'autre partie. Voilà. Alors c'est au stade de l'intuition. Par contre, je pense qu'on peut arrêter les répliques maintenant. C'est au stade de l'intuition, mais ce que je trouve intéressant en relisant le texte d'Élodie et en me remémorant cette soirée, c'était l'idée d'un cinéma sans support. Comme le corps sans organe dans Ton Artaud, il y avait une intuition. C'est pareil, je n'ai pas une parole scientifique ni théorique, donc là je vous parle d'intuition et de reconnaissance chez des poètes, chez des dramaturges du cinéma. Il y a une intuition d'Abel Gance qui parle d'un cinéma sans support qui se ferait un corps sans organe, comme le cinéma d'Artaud. Et dans un de ses derniers projets de film, d'évangile de lumière, donc complètement un projet mystique, qui s'appelle La Divine Tragédie, on voit, après, on va dire, une guerre atomique, une communauté montée sur une montagne, et on voit quelque chose qu'Élodie décrit dans son texte. C'est une sorte de croix surmontée d'un grand drap flottant, un lambeau médium avec une image qui est portée, comme ça. Donc c'est une image flottante. Bon. Donc, Abel Gance, la polyvision, la poésie technique, les images flottantes, ça m'intéressait beaucoup et je trouvais que c'était... on va dire, qu'il y avait dans cette intuition quelque chose de la poésie technique, moi, que j'allais utiliser comme matériel. Et voilà, donc ça c'était les deux choses marquantes. La troisième chose marquante, c'est évidemment pareil, dans les choses marquantes qui m'ont attiré, c'était un autre récit de vision d'un historien de l'art qui était poète vénézuélien. Donc il y a toujours la poésie, il y a un historien de l'art qui raconte aussi des histoires de vision. Il y a Abel Gance, et puis il y a les récits de vision faits par ma grand-mère. Et tout ça, évidemment, c'est dans mon esprit, c'est en moi. Et comment dire, et je ne le sais pas encore, mais à Limoges, parce que c'est toujours lié à des rencontres, je rencontre deux jeunes étudiants des Beaux-Arts, à l'école des Beaux-Arts de Limoges, Léo Salanon et Étienne Müller, qui pour moi sont deux personnes qui maîtrisaient parfaitement la VR et qui me montrent, donc c'était il y a 2 ans et demi, et qui font de la sculpture 3D morphique, donc, et gravitationnelle. Il y en a un qui fait de la sculpture gravitationnelle dans la réalité virtuelle, et il y en a un autre qui fait de la sculpture morphique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, ces deux étudiants qui sont rentrés aux Beaux-Arts ont appris et ont utilisé la réalité virtuelle parce qu'ils étaient en formation compagnonique, en fait. C'était des compagnons. Ils étaient dans une formation compagnonique et ils utilisaient la réalité virtuelle soit pour réaliser des pièces pour des cathédrales, les replacer, soit pour oui, c'était... oui, voilà. Ils avaient une formation compagnonique, donc il y avait un qui était tailleur de pierre et l'autre qui était en ferronnerie, et ils utilisaient les outils 3D comme Rhino pour modéliser. Et Léo, c'était une sorte de maker, il fabriquait lui-même ses propres outils, et il explorait des films immersifs à travers les jeux vidéo en VR, et c'est assez naturellement qu'ils se sont
se sont tournés vers la réalité virtuelle, enfin en tout cas les outils de créativité en réalité virtuelle, et de les utiliser comme outils de création artistique. Et, et dès que j'ai lu ça, en fait, dès que j'ai lu ça, je me suis, j'ai compris ce qu'on pouvait en faire, et j'ai compris que ça pouvait devenir des outils de création artistique qui pouvaient me permettre de fabriquer justement cet espace unique. Alors là, on voit le logo, en fait, ça l'annonce, avec les œuvres qu'il me montrait à l'époque. Donc ça, c'était des sculptures qu'il fabriquait en 3D, et il utilisait la réalité virtuelle pour qu'on puisse les visualiser. Et puis ça, vous verrez tout à l'heure, on le voit animé dans une vidéo d'une des expositions qu'on a faites. Ça, c'est Étienne Müller, donc, qui reprend le personnage qu'on a un peu inventé de Cyber Primitif, avec, pareil, plusieurs de ses réalisations. Et ça, c'est la cathédrale de Limoges qui a été photogrammétrée. C'est-à-dire que c'est un ensemble de photographies qui sont faites autour de la cathédrale et qui sont reconstruites et qui reconstruisent en 3D la cathédrale par la suite, grâce à un petit logiciel. Parce que moi, c'est en fait les logiciels qu'on utilise, tous les outils qu'on utilise, c'est des outils assez simples qu'on trouve en ligne et qui permettent, par exemple, je ne sais plus comment s'appelle cet outil, mais ce qui est génial, c'est qu'on peut mettre ces photographies dans n'importe quel ordre et il reconstitue, il reconstruit. Donc on lui lance pratiquement ces photographies. On fait un jeté de photographies, donc il faut quand même faire le tour du, je ne sais plus comment il s'appelle, mais on doit faire le tour du, si c'était mon corps, on doit faire un tour 360 degrés du bas, du milieu, et puis en fait de plusieurs types d'angles. En général, on utilise 4 angles, et à partir de ces 4 angles de vue, le logiciel reconstruit, fait une proposition de reconstruction du bâtiment. Et nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est pas forcément un bâtiment, la reconstruction d'un bâtiment parfait, mais ça, c'est ce qu'on appelle, quand il y a ce genre de choses qui sont faites là-haut, on appelle ça des échappées de polygones, et ces échappées de polygones, ça nous intéresse beaucoup dans la sculpture. Alors, ça, c'est la première chose. Ce sont ces 2 personnes qui m'ont vraiment converti à la VR et qui m'ont permis de voir dans les visiocasques l'intérêt que ça pouvait avoir, et surtout je vais passer. Voilà, c'est ça. Donc, hacker et inventer les outils nécessaires à la matérialisation de ces visions. Ensuite, je vais vous montrer un autre objet avant d'attaquer tous les projets VR. Il y a 3 grands projets VR que je vais vous montrer, mais c'est un autre objet qu'on a fabriqué dans les années 2000, qui est un cartable vidéo et qui était en réalité voilà ça, un objet qui nous a permis d'introduire dans la vie réelle des doses de fiction, des petits mondes cinématographiques. Donc, je vais vous montrer, il y a une vidéo, en fait, où on voit le cartable vidéo. Et ce cartable vidéo, qui était un instrument de poésie technologique, fabriqué à la main, comme une sculpture. C'est la galerie du cartable. Ouais, c'est la galerie du cartable. Non, c'est le cartable. C'est ça. Ouais, il y a le son. Alors ça, c'est un premier objet. Encore une fois, avant, c'était toujours la problématique comment entrer dans l'espace unique, dans un espace unique.
Donc on a inventé ce cartable vidéo, on va mettre un peu plus fort, qui se déployait, donc qui ressemblait à une sorte de chambre photographique qui se déployait avec un moteur en mini-salle de cinéma portative et mobile et qui permettait de projeter dans la nuit une image flottante. Donc c'était pas totalement dématérialisé, mais quand on la voyait dans la nuit seule, on avait l'impression d'une image flottante dématérialisée qui flottait dans la réalité. On va en voir. Voilà, devant une vitrine de magasin vidéo, c'était très facile de créer un multi-écran avec un corps prothétisé à l'extérieur. On peut peut-être arrêter ici et ce que je voulais vous montrer aussi dans la genèse des formes qui m'amène à la réalité virtuelle, donc c'est cet instrument, le cartable vidéo qui va, en fait, c'est un des premiers instruments. Alors là, on est dans la métaphore pour l'instant. La métaphore, un des premiers instruments qui, dans notre esprit, puisqu'on l'a fabriqué à plusieurs, nous permettrait d'entrer dans l'espace filmique et de devenir l'acteur du film qu'on porte dans la rue en même temps. Donc, et à ce moment-là, je rencontre un autre cinéaste qui s'appelle Boris Lehman. Pendant que je portais mon cartable vidéo, lui, Boris Lehman, c'est un cinéaste qui a fait énormément de films, qui a fait des journaux filmés, enfin c'est plus que des journaux filmés, c'est un cinéma autobiographique, enfin il y a plein de choses qui ont été dites sur lui, mais peu importe. Je ne vais pas vous raconter son cinéma. Ce qui m'intéressait chez Boris, c'est que Boris Lehman, c'est un grand cinéaste belge qui a fait donc énormément de films et qui était assez marginal par rapport à la diffusion et production cinématographique parce que ces films, il les réalisait et c'est lui-même qui les projetait chez les gens au départ. Donc cinéma à domicile. Il projetait ses films chez les gens, il les apportait chez les gens, sauf qu'il l'a fait pendant 10, 20, 30 ans. Après, il a commencé à montrer aussi ses films dans des salles de cinéma, mais en parallèle, il continuait à montrer ses films à domicile. Et on s'est croisés dans les années 2000, début 2000, à Nantes, lui en train de porter ses films, d'apporter ses films, et moi en train de porter mes films dans le cartable vidéo. Et on a fait un petit film qui s'appelle Homme portant, dont je vais vous montrer un extrait. Et ce petit film, c'était un petit manifeste cinématographique de l'art de porter des films, lourd et léger. Alors évidemment, Boris avait fait un film qui s'appelait Homme portant son film le plus lourd, qui était un film, comme il fait des films qui peuvent durer 5, 6 ou 7 heures. Moi, je lui ai proposé avec cet instrument vidéographique, premier instrument de poésie technologique qu'on avait fabriqué, pour entrer dans un autre espace filmique et déjà alléger son poids, alléger le film. Donc on a fabriqué une image avec Boris, c'est rentré dans son film qui s'appelle Homme portant, qui est sur l'art de porter des films lourds et légers, mais aussi sur l'art de faire des films portatifs. Et cette petite chose-là, à la fin, va permettre quand même de faire des choses aussi portatives et mobiles. Des expositions ou des films vers un cinéma qui lui aussi peut devenir portatif et mobile. Donc, avant ces visiocastes, c'était important de vous dire à quel point le corps du vidéaste, mon corps de vidéaste, qui me prothétisait pour essayer d'entrer dans le cinéma, de pratiquer le cinéma et d'entrer dans l'espace filmique, va rencontrer d'autres cinéastes. Alors, je vais vous montrer ce qu'on a fait avec Boris, comment j'ai allégé son poids. Comment j'ai allégé son film en créant de nouveau une image flottante.
C'est comme un petit proverbe flamand, Boris porte ses films sur sa tête, se déplace dans l'espace filmique, donc qui n'est pas dans l'espace filmique, dans le cadre cinématographique. Et on pourrait dire qu'à chaque fois, évidemment, je le porte je le porte en tant que corps réel, mais en même temps, je suis aussi l'acteur de film qu'il porte, que je porte. Donc je deviens aussi un organisme locomotif, qui est une sorte de personnage cinématographique qu'on peut voir ou ne pas voir dans la vie réelle. C'est curieux parce que vous allez voir, il y a des personnes qui passent à côté de nous et qui ne nous voient pas, et puis d'un coup, il y a une personne qui nous voit. On peut peut-être, si tu veux, on va peut-être accélérer un petit peu parce que on va passer dans le transept de l'église, enfin de la cathédrale, si on est à la cathédrale de Bourges, ouais, vas-y, là. Ouais, là. Non, alors avant. Encore un petit peu avant. Bon, ouais. Bon, c'est pas grave. Ouais, mais là c'est bon, là c'était la sortie de la cathédrale. Et après on va se retrouver dans la rue et vous allez de nouveau voir. On va avancer dans ce cas, excuse-moi. Et voir l'image. Ce que j'aimerais montrer, c'est en fait l'image. Ouais, quand le corps disparaît et que l'image devient flottante. Donc là on est dans la rue toujours. Vers la fin. Encore là, voilà. Non, alors. Encore avant. Ouais, encore un petit peu avant. C'est juste quand on voit la disparition du corps. Voilà, c'est là. Ces images flottantes, je dis ça parce que ce qui m'a beaucoup marqué quand j'ai mis la première fois le casque que m'avaient prêté Léo et Étienne, ces deux compagnons qui utilisaient les outils de créativité en réalité virtuelle comme des instruments de création. C'est la première chose que j'ai remarquée, la première chose que j'ai reconnue, c'est l'image flottante, des sculptures gravitationnelles et des images flottées dans l'image virtuelle, dans l'espace virtuel ou dans les espaces artificiels. Alors voilà, ça c'est une première chose qui était une sorte d'organisme locomotif inventé pour entrer dans l'espace filmique. Bien sûr, c'est une métaphore. Enfin, je dirais pas que c'est non plus une métaphore, c'est une sorte de manière de faire des films performatifs. Je crois que ce soir, il y a des vidéos performées. Évidemment, à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça, c'était pas ça qui nous intéressait. C'était encore une fois ce que je vous ai dit, c'est comment moi je vais pratiquer avec le petit groupe qu'on était. Continuer à faire des expériences cinématographiques, mais avec une technique qu'on invente, des instruments qu'on invente. Donc on est des créateurs d'instruments pour rentrer dans l'espace filmique. On arrive petit à petit à ces casques. Les créateurs d'instruments pour rentrer dans l'espace filmique, c'est exactement la même chose qui s'est passée quand j'ai reconnu ces casques comme des instruments qui me permettraient de rentrer dans un espace filmique aussi. Alors, je vais vous parler d'une deuxième chose. C'est la rencontre avec une autre cinéaste, parce que c'est important à la fin, même si j'ai pas encore commencé à faire du cinéma immersif, l'idée d'un cinéma immersif, en tout cas, il y a tout un petit groupe de cinéastes qui travaillent, on travaille ensemble, et petit à petit, même si eux ne font pas de la VR, et vous allez voir la prochaine cinéaste, elle ne fait pas du tout de la VR, elle fait du 16 mm, c'est une cinéaste que peut-être certains connaissent qui s'appelle Marie Osier, avec qui je fais beaucoup de choses, et notamment des performances filmiques. On a inventé un type de performance filmique, et ce type de performance filmique sur un plateau, alors on a imaginé des plateaux de cinéma immersifs, à espace-temps réel, donc c'est comme ça qu'on les appelait, et ça nous permettait encore une fois, pour moi qui n'étais pas dans le cinéma, qui ne savais pas faire de film, on va dire linéaire, en passant du temps à la post-production et fabriquant ce que Marie sait très bien faire par exemple, on a essayé de trouver un espace intermédiaire. On s'est dit, ben voilà, on va faire un plateau de tournage
qui est un décor de cinéma, plusieurs décors de cinéma qu'on va traverser. Donc on va se fabriquer un environnement artificiel mais pas en VR. Et avec dans cet environnement artificiel, on va agir physiquement aussi dans cet environnement, qui est bien réel. Mais en même temps, on va inventer ce qu'on appelait le tournage en direct. Et ça, c'est devenu des performances filmiques. Bon. Mais en tout cas, c'est un tournage en direct auquel les gens assistent. Donc je vais vous en montrer un petit extrait, parce qu'il y a quand même... c'est ça que j'ai oublié de vous montrer, mais comme il n'y a pas Internet, je ne peux pas vous montrer. C'est que par rapport à Volgans, en fait, j'ai oublié, je fais toujours des grandes ellipses. Par rapport à Volgans, il y a un film qui est étonnant, que vous connaissez peut-être, qui est un des premiers films qu'on connaît de lui, qui est La folie du Docteur Tube. Et c'est magnifique parce que La folie du Docteur Tube, en fait, le Docteur Tube, c'est lui, il invente une poudre qui, lorsqu'il la lance devant lui dans l'espace, déforme la vision. Et ce qui est très beau quand vous voyez le film, c'est la joie que ça procure au Docteur Tube, cette nouvelle vision. Cette joie-là, de la nouvelle vision, je l'ai toujours partagée avec des cinéastes quand on a inventé nos petits systèmes optiques ou nos manières de faire du cinéma. C'est-à-dire qu'à la fin, moi je sortais de mes arts plastiques, les cinéastes sortaient de leur cinéma, on faisait des espèces de grandes échappées, eux sortaient des écrans, moi je sortais toujours des parallélépipèdes blancs parce que je ne voulais pas faire des expositions dans ces parallélépipèdes blancs à une seule entrée, une seule sortie. On cherchait autre chose, des espaces intermédiaires. Et donc, on a inventé, c'est pas une grande invention, hein, mais c'est disons, ce plateau de tournage, cet environnement performance, ce plateau de tournage immersif à espace-temps réel. Donc, c'est le film qui s'appelle Bonbon. Et alors ça, je vais vous en montrer. Alors, le film est long, donc je vais vous montrer une petite partie. Ça se passe dans la discothèque de Jérôme Bosch, qu'on a reconstruite. C'est une scène qui va mêler, on va dire, la manière dont je fabrique du cinéma en direct et puis l'univers de Marie, des cinématographies de Marie. Alors, je pense qu'il faut le mettre par là. 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 Ah, il faut revenir là. 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 Voilà. Là, je pense qu'on a fait. Encore un peu. Là. Voilà. Bon, ouais, je peux vous laisser cette partie-là. Alors vous allez voir, tout est tourné en direct. La seule chose qu'on a fait, c'était tourner en direct. On avait des instruments vidéo. Alors il y avait l'idée quand même de tout réaliser à espace-temps réel. En temps réel. Alors évidemment, vous allez me dire c'est facile dans la réalité de faire tout en temps réel, sans système réseau, sans système Wi-Fi. Mais en même temps, on montait le film en direct. Et Marie tournait en 16 mm en même temps qu'on tournait le film. Et alors, la seule chose qu'on s'est autorisé pour le montrer, c'est qu'il y avait évidemment la partie de tournage en direct qui était entièrement fait en vidéo, et ensuite on a monté les rushs de Marie 16 mm à la vidéo. Donc je vous laisse découvrir un petit extrait. C'est, je pense, l'entrée dans la discothèque de Jérôme Bosch. C'est normal, c'est le son. C'est normal. C'est le son, ça tombe au moment de la noise. Voilà. On a fabriqué les cartons aussi de cinéma muet qui sont portés. Voilà, et dès que le passage un peu là ici va disparaître, on va pouvoir remonter, voilà. Là, on peut remonter un petit peu. Voilà. On va rentrer dans la discothèque de Jérôme.
you better watch out, watching that. Anything that's big, your face is on top. Your eyes Alors évidemment, la joie de ces espaces hybrides qu'on invente entre des cinéastes, des plasticiens, des types comme moi qui veulent toujours expérimenter des choses. Et donc on va arriver à la fin de la première partie qui serait la recherche de cet espace. So you better watch out for what's gets there, hanging on. Avec quand même une pratique réelle de la recherche de cet espace. Cette fois-ci, je parle, mais je ne parle pas très fort encore. Je peux parler comme ça si je veux, tu comprends? Oui, parce que alors là, il y a du volume, mais comment? Et le volume, on l'entend, le volume. Donc cette pratique, en fabriquant des instruments pour entrer dans l'espace chimique et puis en fabriquant des plateaux d'immersion, et toujours dans l'espace réel. À partir de ce moment-là, ça c'était quand même cette performance filmique, elle date de 2015. Donc je rencontre Léo et Étienne en 2018, au moment où je continue de chercher ce fameux espace et que je reconnais comme un espace filmique possible. Et évidemment, alors là on peut arrêter, parce qu'on va passer à la deuxième partie. Et la deuxième partie, c'est le début de mon entrée dans ces espaces numériques et ces espaces de réalité virtuelle. Alors avant ça, je voulais juste vous montrer que des pionniers de l'art vidéo, qui s'appellent Stena et Woody Bazooka, c'est des vidéastes d'images électroniques, donc qui ont fabriqué des images électroniques. Mais ce qui m'intéresse beaucoup chez eux, et que j'ai reconnu ensuite en commençant à pratiquer, pas tellement la VR, en commençant à pratiquer, parce que vous allez voir la manière dont je pratique la VR, moi je suis tout de suite rentré dans la matière digitale. Ce qui m'intéressait, c'était de modeler la matière digitale. Et ça, vous allez voir comment on fait. Donc, et justement, je me suis souvenu que ce couple, Woody et Stony Bazooka, modelait aussi la matière digitale. Mais ils avaient été chercher dans l'art vidéo, à l'époque où tout le monde faisait de l'art vidéo, eux, ils avaient été chercher quelque chose grâce à leur, vous voyez, à leur espèce leur atelier ressemble à un atelier de laborantin, d'artistes. Donc c'est des vidéastes, mais lui était ingénieur, elle était artiste. Ils ont travaillé tous les deux dans cette espèce d'atelier laboratoire. Et ce qu'ils allaient chercher avec les synthétiseurs d'images électroniques, c'était la matière digitale dans l'art vidéo. Donc ils allaient chercher la matière digitale, et cette matière digitale, c'est ça. Je vais vous montrer un extrait. Malheureusement, je n'ai pas de son là-dessus, mais vous allez comprendre. C'est une performance qui est simplement un concert de Stena Bazooka et Woody. Donc ça, on est quand même dans les années... on est dans les années 70. Je pense qu'on est même en 60... on doit être en 75, voilà. Et avec le synthétiseur vidéo, quand elle joue, il commence à obtenir une chose comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont chercher la matière digitale dans l'image vidéo, qui est en fait il manipulait le signal vidéo, il le distordait avec les lignes de balayage et de rebalayage des fréquences électroniques, et pour aller chercher, fabriquer cette matière digitale. On va voir plus tard, là, un peu plus. Hop. Voilà, là on la voit. Voilà. Et ça, curieusement, je vais vous montrer quelque chose que j'ai filmé tout à l'heure pendant la conférence de Philippe.
Et je me suis permis de faire ça avec un petit logiciel, une application qui curieusement, qui curieusement ressemble incroyablement à la matière que cherchait Ives Lucas. Donc évidemment c'est des nuages de points, c'est une petite... En fait cet iPad il a une caméra profondeur de ce qui permet de faire des scans 3D et de récupérer de la matière digitale. Et donc de ne pas scanner en vidéo, ça scanne déjà en nuage de points. C'est un petit logiciel qui s'appelle Record 3D. Bon. Alors, à partir du moment où je reviens sur... voilà. À partir du moment où je remarque qu'à l'intérieur de ces vieux casques, il y a de la matière digitale, ce que je cherche à savoir ce que c'est que cette image. Je voudrais savoir ce que c'est que cette image et comment on la fabrique, cette image. Et donc je m'aperçois que cette image, on peut la fabriquer à la fois avec des logiciels, des outils, qu'on appelle des outils de créativité qu'on peut directement utiliser avec le casque. Et aussi, on la fabrique en amont sur des logiciels 3D. Bon. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était comment la fabriquer avec ce casque, avec le casque. Alors, à cette même période, l'École des Beaux-Arts de Limoges me propose de réfléchir à un programme de médiation expérimentale avec le FRAC, qui est un Fonds régional d'art contemporain, qui, pour la première fois, décide, à partir d'une idée de médiation expérimentale entre une collection et un public et des étudiants, il me propose de financer un programme d'études qui conduirait à une œuvre numérique parce que ce FRAC à Limoges, dans un an, va être muni d'une cave, une fameuse cave, une boîte immersive, qu'ils sont en train de construire. C'est Cap Science à Bordeaux qui a fait le cahier des charges. Et donc ça pose des tas de questions. C'est quand même une cave de 36 mètres carrés, c'est des écrans de 6 mètres par 6. Donc c'est pas mal. Et donc il me propose un programme d'études. Et moi, je venais juste de mettre ma tête à l'intérieur de ces casques. Et à travers cette histoire de double, d'hybridation, de transformation, je leur propose une chose, je leur dis, écoutez, voilà, on fait tellement de choses avec les collections, avec les œuvres d'art. Et puis moi, il y a une chose qui m'intéresse surtout, c'est que depuis longtemps, si je pratique le cinéma, si je ne fais pas d'exposition réelle, c'est que depuis longtemps, je me suis dit, tiens, j'ai pas tellement envie d'ajouter de la matérialité au monde et on se pose pas suffisamment la question, les plasticiens, de quel type de plasticité, quel type de matérialité on ajoute au monde. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, ben voilà, vous êtes des collections publiques, vous avez des stocks immenses d'œuvres d'art à l'intérieur de ces collections. Et ces stocks, en fait, elles sont très peu montrées, il y a toujours un petit pourcentage qui est montré. Et alors, on a imaginé ce projet qui s'appelle Transmutation d'une collection. Donc, transmutation d'une collection, c'est simple. Il y a un certain nombre d'œuvres d'art qui sont dans les collections. Et ces œuvres, j'ai proposé aux étudiants et aux conservateurs de les considérer comme un répertoire classique. C'est-à-dire qu'au théâtre, il y a des répertoires classiques, au théâtre, on a un répertoire classique qu'on adapte régulièrement, qu'on met à jour, et on en fait des versions contemporaines. Je me suis dit, c'est quoi le répertoire classique pour des plasticiens? Ce sont ces œuvres-là. Et ces œuvres-là, eh bien en fait, avec cette idée d'espace filmique, ce qui serait génial, c'est de pouvoir inventer des lieux, de les transmuter, de trouver une manière de les transmuter pour les montrer dans d'autres lieux que les lieux habituels de salles d'exposition. Donc, ce qu'on a commencé à faire, les étudiants ont choisi, ont fait une sélection d'œuvres qui révisaient complètement les canons de la direction artistique
du FRAC de l'époque, enfin les canons d'art contemporain, parce que ce sont des étudiants qui avaient entre 20 et 23 ans et qui ont été chercher des œuvres par attirance sensible, on va dire. Et puis ensuite, ces œuvres, eh bien, on les a scannées. Donc vous allez voir, ça c'est un scan. Alors là, je vais rentrer vraiment dans la manière de fabriquer, dans la fabrique multidimensionnelle. Donc comment on fabrique en fait un double numérique pour ensuite pouvoir l'interpréter. Parce qu'en réalité, c'est aussi un travail d'interprétation. Donc là, on travaille directement avec de la matière numérique. Et c'est bien parce que finalement, à travers ce qu'a dit Philippe ce matin, je pense que vous allez pouvoir situer les choses, parce que moi, j'en parlerai jamais, je situerai jamais aussi bien, j'ai pas cette parole scientifique ou technique. Mais en même temps, vous allez voir petit à petit, vous allez pouvoir situer ce travail qui va nous conduire ensuite à visualiser la transmutation de ces œuvres dans la réalité virtuelle. Donc d'abord, il y a le scannage des œuvres. Donc là, on le voit. Donc, quand on scanne une œuvre avec un scanner de haute résolution, il y a plusieurs types de scanners. Il y a des scanners basse résolution qui transforment les œuvres, qui les modifient, qui les mettent quasiment en ruine, qui en font des vestiges. Et puis, il y a des scanners haute résolution qui, quand même, arrivent à avoir en fait, pour moi, le scannage numérique, c'est comme un moulage. C'est une sorte de moulage numérique. Même si ce n'est pas tout à fait en tout cas, moi je le présente comme ça. C'est-à-dire que c'est des polygones. On voit un ensemble de polygones qui se forment et qui permettent de faire un moule numérique de l'original. À partir de ces moules numériques, on obtient ces objets-là, en fait, qui sont les objets bruts, des répliques numériques, en fait, des œuvres. Alors, nous, ce qu'on a fait, voilà, c'est ça. Alors, ensuite, on les a présentés comme ça, parce que notre idée, dans cette œuvre-là qui sera présentée dans une cave, ou à travers des casques de réalité virtuelle, c'est que d'abord, on est ça, c'est-à-dire on est une modélothèque, on est des modèles que l'on choisit, donc le spectateur, ou plutôt la personne qui va rentrer dans la cave, va choisir une œuvre. Et là, on a fait une simulation. Vous allez voir. Donc ça peut apparaître comme ça. Donc on voit les œuvres, un alignement d'œuvres comme dans un alignement archéologique en fait. Donc, ensuite, elles sont ce qu'on appelle transmutées parce qu'on a changé leur texture, leur matière. On peut changer leur texture et leur matière. Et alors, ça, c'est une manière de faire. Je vais vous en montrer une autre. C'est avec un logiciel, un outil de créativité qui s'appelle Medium. C'est un outil de sculpture en VR qui permet de resculpter un objet original de cette façon-là. Donc là, on est avec le casque en VR. Et ça, c'est Medium. Et on peut resculpter, retravailler la matière digitale directement en direct, comme ça. Et ça, c'est un logiciel qui est dans le store d'Oculus, qu'on trouve assez facilement. Il y a 3 grands outils de créativité. Il y a Gravity Sketch, qui permet de faire du dessin technique. Il y a Medium, qui permet de faire, à partir d'importation de scans 3D, mais pas seulement, ça génère de la matière digitale qu'on peut sculpter. Et ensuite, évidemment, tout ça, on peut les réexporter de telle manière qu'on peut aussi les imprimer en 3D et en refabriquer et les ressortir dans la réalité. Mais ce que je trouve très intéressant avec ces outils de créativité, c'est que, encore une fois, on refabrique les choses à la main et plus au clic. Donc il y a quand même de nouveau, quand on a une histoire de la main en sculpture ou en peinture ou en dessin, comme Tilbrush, il y a Tilbrush qui permet de faire de la peinture en VR
et du dessin en VR. Il y a aussi Medium qui permet de faire de la sculpture, et puis Gravity Sketch qui permet de faire du dessin technique, voire même du dessin industriel, parce que c'est utilisé aussi pour... c'est un des dérivés des logiciels utilisés en mécanique précise ou dans l'industrie du dessin technique, ou dans l'industrie des prototypes de design industriel, Gravity Sketch. Donc là, c'est une des possibilités de resculpter en direct et de transmuter une œuvre dans la réalité virtuelle. Qu'après, évidemment, on peut réutiliser et réintégrer dans un monde. En fait, avec chaque outil de créativité, on a une petite palette sur le côté, c'est très intuitif, et on peut très facilement avoir une Dremel, parce que là c'est quasiment à la Dremel numérique, on retaille, on resculpte, on retravaille un objet. Ensuite, ça je vous montre autre chose, c'est une fois qu'on les a travaillés, remodelés avec ces outils de créativité, Medium. Là, vous voyez l'original, c'est un Jean Amado. Ensuite, on peut le transmuter en lui fabriquant une nouvelle texture. Et ensuite, on peut aussi... là, c'est qu'avec... Là, en fait, c'est que des tampons d'Amado, de l'œuvre originale, qui ont été c'est une agglomération de l'œuvre originale qui fabrique cette espèce de visage. Et ensuite, alors là, il y en a un deuxième aussi. C'est ce que j'appelle un transmute et pas un hybride. Les hybrides, on va les fabriquer après. Et ça, c'est un transmute d'une des œuvres originales du FRAC. Alors là, je vais vous montrer. J'espère j'espère que ça va fonctionner. Je vais vous montrer l'œuvre, une fois qu'elle est, en espérant que ça marche, dans un des mondes. Une fois qu'on a intégré un monde. Donc ça, c'est fait. Donc ça, c'est dans un environnement de réalité virtuelle. Alors, on a changé d'échelle les sculptures. On peut même entrer à l'intérieur. Il y en a une qui devient une sorte de cathédrale d'une civilisation ancienne, cette petite communauté de pieds à qui on a donné un comportement. Et vous voyez, par rapport au rendu, c'est quand même, ça fait partie des premiers rendus qu'on a fait sur un moteur de rendu qui s'appelle Unreal, et qui a quand même une certaine qualité, c'est-à-dire de modélisation de lumière artificielle, et de sol, et de texture, et de comportement. Ça, c'est une autre œuvre à laquelle on a donné un comportement végétal, donc une légère ondulation. Là, on rentre à l'intérieur du Amado, qui est en fait le scan de l'œuvre. Alors, encore une fois, l'expérience avec les visiocasques est bien plus saisissante parce qu'on rentre vraiment à l'intérieur. Ça, c'est qu'une projection 3D 2D en fait, pas une projection filmique. On n'a pas l'immersion. Enfin, en tout cas, ça donne une idée du rendu et de l'intégration de ces œuvres dans un monde. Et ça, ce que vous voyez, ces petites trajectoires avec les cercles, c'est notre mode de déplacement, notre premier mode de déplacement à l'intérieur du monde qui était en train d'être prototypé.
Donc bah, ça c'est d'autres séances de scannage des œuvres originales. Ensuite là on voit Étienne en train de travailler sur Medium, remodeler une des œuvres originales. Voilà. Et ensuite, après remodélisation, ça donne ça, par exemple. Donc là, il a retravaillé uniquement dans l'outil de créativité Medium avec son casque VR. Aujourd'hui, on peut y ajouter ce qu'on appelle des substances, des textures qui vont lui donner cet aspect-là, changer l'aspect. Ça, c'est quoi? Voilà. Ça, c'est un autre, je voulais vous montrer, c'est une autre vision. Ça, c'est notre salle de test. On allait tester l'interactivité des objets. Alors, c'est filmé à travers le casque. Donc, il y a quelques à-coups. Mais donc, ça, c'est notre salle de test. Quand on travaille, on met le casque et on travaille ensemble. On travaille à plusieurs à l'intérieur d'un atelier virtuel, mais qui est en même temps dans notre espace réel. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément... On peut travailler, moi je dis à Biarritz, Léo à Limoges, il y a des étudiants qui sont à différents endroits. On peut se retrouver, et on l'a déjà, d'ailleurs on l'a fait pendant le confinement, on se retrouvait à l'intérieur de cet atelier partagé virtuel et on travaillait dans cet atelier de prototypage l'interactivité des objets, de nos objets que l'on transmutait au fur et à mesure. Donc, parce que notre idée ensuite, c'est de fabriquer une machine d'hybridation des œuvres. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a une machine d'hybridation des œuvres qui n'est pas encore faite avec une IA, une intelligence artificielle, et ça c'est un codeur qui le fait, qui va permettre d'hybrider les œuvres entre elles, de manière aléatoire. C'est ça en fait. Ça c'était notre atelier. Voilà. Atelier partagé dans l'espace virtuel, donc on choisit une image qu'on appelle HDR. Cette image on l'a choisie il y a des plateformes internet qui nous proposent des tas d'environnements HDR, c'est un format, et on met l'environnement qu'on veut et on se retrouve avec cet outil de créativité à l'intérieur de cet atelier. Et donc ce que j'appelle de cette fabrique, parce que c'est une véritable fabrique, c'est ça qui m'a le plus passionné en fait dans la réalité virtuelle, c'est d'abord la fabrication multidimensionnelle dans des dimensions différentes, on pouvait le faire, et puis on travaille toujours à plusieurs. C'est ça aussi, j'ai retrouvé le collectif, en fait, de travailler à plusieurs dans ces espaces-là pour fabriquer ces mondes, pour modéliser ces mondes. Donc ça, je vais passer rapidement, mais en réalité, voilà, on a commencé à prototyper une sorte de machine qui va être nourrie par une intelligence artificielle et qui va permettre, donc vous voyez, il y a deux pods, on a choisi un objet 1, un objet 2, et ces deux objets vont être hybridés dans la sphère. Et ça, c'est une intelligence artificielle qui va nous proposer... alors, ce que j'aime bien avec l'intelligence artificielle, la façon de l'utiliser là, c'est que sa puissance de calcul, en fait, son énorme puissance de calcul, va fabriquer quelque chose, non pas qui lui échappe, mais qui va nous étonner, qui va nous surprendre. Parce que si nous, on hybridait les œuvres entre elles, on tomberait toujours sur les mêmes combinaisons. Là, elle va proposer des millions de combinaisons, d'abord des milliers de combinaisons, et à un moment donné, on va choisir la combinaison qu'on veut. Voilà. Là, c'est une simulation, c'est pas... Et ça donne une idée, voilà, d'hybridation. Alors là, ça va forcément, ça va faire un lardon. Mais ça, c'est ce que la machine, avec l'intelligence artificielle, fabrique vraiment au tout début. Mais c'est comme une sorte de... Comme je les appelle les Tamagotchi, en fait, il faut les nourrir, les éduquer, leur donner, leur faire faire de nombreuses combinaisons pour petit à petit arriver à des combinaisons qui nous conviennent. Et voilà. Et donc dans cette œuvre-là, en fait, le spectateur dans la cave, donc dans la cave, il y aura
1, 2, 3, 4 murs, une projection au sol aussi, et on se retrouvera dans une immense fabrique. Donc dans la première fabrique, on verra la modélothèque avec les œuvres. La personne, l'utilisateur en choisira une, la mettra dans la machine d'hybridation des œuvres. Il aura à choisir, parce qu'il y a déjà des logiciels sur des plateformes Internet qui le font, qui s'appellent Artbreeder, et qui permettent de choisir, avec un curseur simplement, le niveau de ressemblance, de dissemblance avec l'original. Donc ça, on pourra le faire. Et ensuite, on lui choisira une texture, un comportement, soit un état, soit un état végétal, soit un état, comme vous avez vu tout à l'heure, il y avait un état végétal avec une légère ondulation, soit un état organique, c'est les pieds qui ont un comportement, soit un état minéral, où on plantera simplement des objets dans des mondes. Et les mondes sont formalisés comme ça dans un premier temps. Donc ça sera des petits, on appelle ça les incubateurs, où les objets sont placés, et ce sont des petits modèles des mondes dans lesquels on sera projeté. Et les mondes, c'est les mondes que vous avez vus tout à l'heure. Donc ça, je ne sais pas si ça va marcher. Est-ce que ça s'en est un biome par exemple? Voilà, si ça marche. Voilà, ça c'est une modélisation de l'objet. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui nous permettent de visualiser ces objets directement. Voilà. Alors ça, voilà, à la fin, sur le dernier écran, il y aura ce qu'on appelle un petit monde sur lequel sera déposé les sculptures qu'ont fabriquées les hybrides ou les transmutes qu'auront fabriqué les spectateurs, et ils pourront ensuite charger un monde pour pouvoir les visualiser. Alors ce type de monde, c'est par exemple ce monde-là que vous avez vu, le monde d'Étienne, à l'intérieur d'une cathédrale. C'est une simulation avec des objets transmutés, restructurés. Ça, c'est une petite cinématique. Tout ça, évidemment, c'est des projets en cours, on est en train de le fabriquer. Mais l'idée, c'était quand même de proposer, de montrer, de transmuter vraiment ces œuvres-là, de sortir de ces parallélépipèdes blancs avec une seule entrée, une seule sortie, et de proposer d'introduire ces œuvres, de leur donner des comportements, de vraiment les transformer pour les voir autrement se comporter dans des mondes et pérégriner dans des mondes qu'on pourrait explorer. Donc là, il nous reste encore un an pour pouvoir terminer les mondes. Et ça, c'est quelques modélisations qu'on a commencé à faire. Avec les objets transmutés d'Étienne. Ça, c'en est un autre, ça fait partie des derniers. Donc là, on est en passé à un autre niveau même de photoréalisme sur Unreal, qui nous permet d'avoir ce type de rendu. Donc ça, c'est un des premiers projets. Ensuite, le deuxième projet, c'était une tentative de performance en réalité virtuelle. Donc je vais vous montrer une petite partie. Alors c'était simple. On reprenait notre idée de scannage. Donc en fait, voilà. On arrivait dans un lieu qui nous invitait, c'était à Strasbourg, un festival. Et on prenait la poubelle de table. On l'a versée au milieu du festival. Moi, je la scannais avec mon iPad qui a un logiciel de scannage dedans. Et Léo Salomon, qui était là avec moi, en direct, me transformait ces déchets en monde à explorer, dans lequel j'entrais dedans avec mon casque d'air. Donc
Ça, c'est quelques images. Là, on voit scanner. Après, je vous montre une petite vidéo. Là, on voit scanner les détritus. Et ensuite, j'entre à l'intérieur. Et l'intérieur des détritus du monde scanné avec moi qui a été scanné aussi par Léo, ça donne ce type d'image. Je vais vous montrer. Bon, j'ai pas le... Ah si, il doit être sur le... Ici. Voilà, c'est ça. Il y avait une adresse sur Ouais. le Non, mais tu tapes... tu vas se rendre compte d'alignement. Et ensuite, je vais vous montrer, une fois qu'on aura trouvé ça, et qu'on l'aura, je vais vous montrer le dernier projet. Ou alors c'est aller où ça je demande. Non, c'est je veux ajouter, je ne veux plus ajouter de la matérialité au monde. Peut-être aller où ça je ne veux plus ajouter de la matérialité au monde. Et ensuite, je vous montre le dernier projet. Alors, le dernier projet, une fois qu'on aura trouvé cette petite performance, qui s'appelle Jeu de monde, c'est la partie la plus aboutie. On a vraiment réalisé un monde totalement immersif. Autant tu recherches. Ah ouais, c'est ça. Donc on peut mettre on peut en mettre quelques extraits. Alors, une chose importante pour Je ne veux plus ajouter de la matérialité au monde, c'est que c'était encore une fois très expérimental. L'idée c'était quand même de pouvoir montrer qu'on pouvait fabriquer, qu'on pouvait sublimer qu'on pouvait fabriquer un monde en direct et s'immerger à l'intérieur. Et tout ça, ça a duré à peu près 20 minutes. En temps réel, ouais, absolument. Donc la première étape, c'est les déchets qui sont déversés. Je ne vais plus ajouter de la maternalité au monde. Et tout était synchronisé sur une bande son qu'on avait faite par le son. Théâtre infra-futuriste sinon synthétique. Une performance
son signe infraordinaire des super partenaires de l'Infra. C'est la seule manière pour les spectateurs de voir quand je vais être immergé dans la réalité. Après, j'étais le seul à pouvoir m'immerger dans un premier temps. Et ça, c'était avant Jeux de Monde. Le seul à pouvoir m'immerger. Et donc à faire une mise en miroir, ce qui n'a pas marché tout à l'heure, c'est ce que je voyais dans le casque. C'est une projection de l'intérieur du casque, de ma vision du casque. Une tentative de fabrique du suprématisme spatial à partir de déchets scannés et transmutés en science-fiction virtuelle et réelle. Ça peut peut-être avancer sur la fin parce que ça a été filmé par les spectateurs. J'ai fait un petit montage pour qu'on voit, mais on peut mettre la partir un petit peu avant. Voilà, à partir de là. Toute la bande-son racontait l'histoire de la fabrication et en même temps commençait à imaginer toute une sorte de poétique absurde de la fabrique numérique. Qui nous permettait de parler de la dématérialisation. Une vidéo performance cyber-primitive, médiumnique et en réalité virtuelle de David Legrand et Léo Salamé. Modeleur d'univers, sublimateur d'objets, réalisateur 3D et musicien visuel, Léo Salamé. Univers narratif, technicien de poésie, performeur vocal. Alors tout ça, voix. tout ça, c'est les parties les plus, on va dire, expérimentales. Et puis on arrive au dernier projet qu'on est en train de mettre en place et qu'on a fait, qui s'appelle Jeux de Monde, et qu'on a mis en place avec un groupe de jeunes artistes étudiants. Comme on voit là, ça s'est passé à Bourges. Donc après ces différents projets et la manière dont j'avais compris comment modéliser des mondes, les fabriquer, pratiquer ces outils avec Léo, Étienne et différents étudiants, Yusun, Congola, enfin 8 étudiants. Je leur ai proposé de les réunir dans un lieu à Bourges, qui est une friche culturelle qui a produit cette œuvre-là. Donc on a conçu 8 univers immersifs, 8 univers interactifs, et qu'on a intégré dans un lieu réel, qui était le château d'eau de la ville de Bourges. Donc ce château d'eau, alors l'idée c'était de faire une exposition dans ce château d'eau, et de la laisser entièrement vide, et qu'elle soit remplie d'œuvres 3D, qui seraient visualisées par les visiocasques. Donc qui seraient visualisées en réalité virtuelle. Alors, pour ce faire, on a fait cette chose-là. Donc au départ, on a scanné le château d'eau. On a fait un grand scan géant du château d'eau, qu'on voit ici. Ensuite, là vous allez voir, donc il y a le scan du château d'eau, et les 8 étudiants ont travaillé sur des mondes. Chacun a fabriqué leur monde, et ces mondes, l'idée c'était de les intégrer dans un monde commun que l'on pourrait explorer, que les spectateurs et les spectatrices pourraient explorer. Je peux montrer. Dans le château d'eau de la ville de Bourges. Ça veut dire qu'on avait, et en plus, on pouvait, l'idée c'était de le faire pour multijoueurs, donc on pouvait rentrer à l'intérieur à plusieurs. On pouvait rentrer à l'intérieur avec 6 à 8 casques, on avait 8 casques à la fin. Alors, ça a posé pas mal de difficultés, parce que notamment avec, juste pour la petite histoire, les casques Facebook, les casques Meta, on ne peut pas vraiment faire du multijoueur avec, il faut les hacker, tout simplement parce qu'il y a un casque
un compte Facebook est dédié à un seul casque. Et c'est très compliqué, il a fallu un ingénieur qui trouve la solution pour qu'on puisse, avec des avatars, ne pas se faire reconnaître nos adresses IP par Facebook pour pouvoir utiliser 5 casques sur le même compte. Mais une fois qu'on a réussi à faire ça, on a pu imaginer effectivement d'entrer, parce que la seule chose qui m'intéressait, c'était qu'on puisse surtout pas être attaché par une laisse, c'est-à-dire un câble avec ces casques autonomes. Alors on savait qu'on perdrait en résolution, mais on a trouvé une solution, parce qu'en fait il y a une technologie qui est sortie au même moment, on a fait ça en novembre 2021, donc il y a très peu de temps, et il y a une technologie qui permettait, qui s'appelle le Airlink, qui permettait, normalement, pour vous dire, avec un casque comme ça, en autonomie, c'est vrai qu'on n'a pas une grande résolution. Mais quand on le branche, ce casque-là, au PC, et vous en ferez l'expérience tout à l'heure, parce que la dernière demi-heure, on la consacrera à ça, je vais vous la montrer, enfin, ça sera libre, j'arrêterai de parler, et vous pourrez visionner une version de jeu de monde que j'ai fait spécialement pour PC, pour que vous puissiez la visualiser dans le casque et vous déplacer à l'intérieur. Donc il y a cette version-là du casque qui est intéressante parce qu'elle est sans fil, elle est autonome et portative. Donc on retrouve l'idée de la galerie du cartable où on pouvait faire des expositions portables et mobiles. Et donc pour augmenter la résolution, il y a quelque chose qui est sorti qui était le Airlink qui permettait d'avoir une meilleure résolution avec la puissance machine des PC, les cartes graphiques des PC, qui en fait a la puissance machine de ces machines, sans avoir de fil. Parce que j'ai vu, il y a d'autres lieux d'immersion, enfin sur la côté économique et sur le côté surtout de l'équipement qui est lourd, parce qu'en général, pour faire du multijoueur, j'en ai vu il n'y a pas longtemps, où il y a quand même des casques qui sont reliés à un ordinateur dans un sac à dos. Donc on trouvait que c'était très lourd comme équipement, et que ça n'allait pas engager les gens à entrer dans ce monde immersif. Donc, on a essayé de préserver cette technologie du casque Oculus et son autonomie et son aspect portatif et aussi assez simple en fait. Il y a juste à l'ajuster sur les yeux correctement et au bout de 10 minutes, on a compris et on a fait aussi en sorte avec les développeurs que les gens n'aient pas la nausée à l'intérieur. Donc on a vraiment synchronisé le lieu réel, c'est-à-dire le château d'eau de la ville de Bourges. Donc voilà, là c'est Léo avec un autre développeur en train de travailler pour voir, parce que l'autre difficulté c'était que c'était un lieu avec énormément de pylônes. Donc évidemment quand on met le casque et qu'on rentre à l'intérieur du lieu, il ne faut pas qu'on puisse se buter contre les pylônes et qu'on se retrouve dans un espace qu'on peut parcourir de toutes parts. Donc l'idée c'était vraiment qu'on puisse entrer dans le château d'eau, on mettait le casque et ensuite on voyait un château d'eau apparaître à ciel ouvert. Donc c'est ça ce que je vais vous montrer, avec des objets à l'intérieur qui étaient intégrés, 8 mondes interactifs qui étaient intégrés, et on pouvait commencer à explorer l'intérieur de ce château d'eau qui était lui aussi complètement transmuté. Alors, à l'intérieur, vous allez voir qu'on a intégré plusieurs choses. On a intégré des films 360 degrés qui sont des sphères, dans lesquelles, alors on a travaillé aussi on a spatialisé le son aussi. Et je peux vous montrer une image. Voilà, ça c'est le château d'eau une fois qu'il est. Voilà. Ça c'est la régie avec l'ensemble des PC qui permettent d'alimenter en résolution les casques. Ensuite, ici on avait les casques qui étaient préparés tous les jours, avec des médiateurs, médiatrices qui étaient formés pour mettre les casques. Aussi, l'idée c'était qu'il fallait qu'on reste extrêmement humain. Donc il y avait une hospitalité, il y avait un accueil des personnes, il y avait justement, puisqu'en plus on était dans le port du masque et dans les questions sanitaires et d'hygiène, on avait aussi ce genre de... Je crois qu'on voit une image avec... on voit une image... Non, je ne l'ai pas là, bon, c'est pas grave. Et donc on avait ça à respecter, là c'est les personnes qui sont à l'intérieur, ces deux dames qui sont à l'intérieur, donc voilà, il y avait un harnachement quand même, mais qui était minima par rapport à
ce qu'on voyait avec les sacs à dos et les casques. Donc, une fois qu'on a réussi à faire ça, on scanne le château d'eau entièrement. On en fait une version numérique, comme ça. Et on intègre à l'intérieur, donc là on travaille, je vais vous dire, les postes, il y a un codeur, un développeur, ce qu'on appelle quelqu'un qui intègre les œuvres à l'intérieur, les univers à l'intérieur du château d'eau. Donc là c'est une reprise du château d'eau exacte. On avait 1 cm, à peine 1 cm de décalage, et on avait même, pour prendre soin des gens, augmenté légèrement les murs virtuels pour qu'on soit sûr qu'ils aient pas, qu'ils prennent pas les murs, qu'ils se frottent pas contre le mur. Donc, mais c'était important parce qu'il y avait quand même ce soin à prendre qui était pris par les codeurs. Voilà, et ensuite, ensuite, le mieux, c'est de vous montrer la vidéo. Vous allez voir, on a fait une vidéo en split screen où on voit d'un côté le monde virtuel et de l'autre côté le monde réel synchronisé, le château d'eau. C'est Julie. Ouais. C'est Julie. Ouais. Donc voilà, là on est en train de une personne vient de mettre le casque et en fait elle avait des avatars, donc elle voit son avatar, donc la main, mais aussi il y avait un masque, un visage d'elle-même, et comme c'était en multijoueur, on pouvait rentrer à 6 ou 7 à l'intérieur de ce monde et l'explorer. Donc je vous laisse en découvrir quelques parties. C'est pareil, il y a un même presque. C'est-à-dire que le château d'eau servait de vortex pour entrer dans un autre espace unique et un espace immersif. Le son était entièrement spatialisé, donc était spatialisé en se déplaçant. Alors c'est ça que j'ai apporté sur mon PC, que je peux vous faire visualiser à l'intérieur. Donc là, on voit un vrai lit. Alors il y avait, Bartosz avait mis un petit peu en scène des textures réelles pour avoir la sensation de changement de sol. Et c'était pratiquement la seule chose à l'intérieur du château d'eau. On pouvait aussi s'amuser sur le lit. Et il avait fabriqué toute une végétation en nuages de points. Il a appelé un espace c'est presque un espace de relaxation en fait, à l'intérieur. Ensuite, on peut avancer un petit peu pour montrer justement comment on a fabriqué des sphères. Voilà, un petit peu avant, un tout petit peu. Voilà ici. Un petit saut. Encore un petit peu alors. C'était une partie un peu jeu vidéo qui avait fabriqué une artiste chinoise à partir d'un souvenir de mariage de ses parents. On pouvait jouer à partir de. Alors ce que vous voyez
ce que vous voyez en quadrillage, en fait, ce que vous voyez en quadrillage, alors là on avait aussi ajouté de l'interactivité, mais ce que vous voyez en quadrillage, c'est les murs, dès que les explorateurs s'approchaient des murs, ils apparaissaient en quadrillage pour qu'on retrouve l'espace de bâtiment réel. Ouais, ben, c'est toujours pour éviter de se cogner. Et donc, il fallait trouver il y avait ces contraintes et puis des solutions graphiques et esthétiques pour résoudre ces contraintes dans l'espace virtuel. On peut avancer encore un tout petit peu, et je vais vous montrer les sphères. Alors ça, c'est un film, justement. Alors. Bon, ça, c'est un autre environnement. On peut avancer encore un tout petit peu, pardon. Encore un petit peu. Ouais, encore un tout petit peu. Et voilà. Alors ça, c'est Maïva, qui est une jeune artiste vidéaste, qui avait on avait trouvé une solution pour montrer ses films, qu'elle avait réalisés en 360 degrés, donc des films tournés avec une caméra 360 degrés, et on a imaginé ces sphères. Et quand on rentrait physiquement à l'intérieur de la sphère, vous allez voir ce qui se passe, hop, on entrait dans le film. Jean-Marc sur l'autodéveloppement. Et donc, là aussi, Un vaisseau fait de les sons étaient spatialisés, c'est-à-dire que plus on s'approchait de la sphère, plus on commençait à entendre, on voyait comme une peau tangible. On ne voulait pas encore la toucher, dès qu'on rentrait à l'intérieur, on était immergé dans le son. Les violents ressacs qui la ramèneraient sur la On peut mettre un petit peu plus fort. et dérive vers la dernière île de l'archipel, en suivant les filons lumineux qui nous sont lancés dans le noir. Dans la version que j'ai sur PC avec des joysticks, avec les manettes, vous pouvez faire la même expérience. Donc là, on va peut-être, vous allez voir comment on montage ça, on va attendre un petit peu. Et donc, elle avait réalisé plusieurs scènes qu'elle avait intégrées dans ces sphères. Donc, on passait d'une sphère à l'autre pour voir son film 360 degrés et évoluer dans son film. Voilà, là, on quitte la première sphère et on va rentrer dans la seconde sphère, flotte en fait dans l'espace. Traverse le sanctuaire de l'île gardée par 9 loges de pierre aux gueules grandes ouvertes. Sûrement, les ambassadrices de l'invisible qui veillent aux abords de la reine. Alors, on va avancer encore un petit peu pour finir. Voilà, encore un petit peu. Il perçait la nuit pour tracer sa route. Ouais. Voyage. Je vous montre des petits passages comme ça. Donc ça c'était là, on rentrait dans un autre univers. Et dès qu'on passait une certaine limite, quand on rentrait dans une chambre, voilà, l'univers interactif apparaissait et le monde s'activait. Tout ça rien qu'en se déplaçant, parce que je disais tout à l'heure, c'était uniquement en agissant dans l'espace, en se déplaçant dans l'espace, puisque tout le son avait été préalablement conçu et spatialisé. Et là, le parcours était libre en fait. Alors, je ne sais pas encore du cinéma immersif, mais il y avait un parcours libre, contraint par la réalité du lieu et donc les piliers qui apparaissaient si on s'approchait d'eux. En même temps, on avait une zone d'exploration de plus de 50 mètres. Après, je vais vous montrer, justement, on va avancer un petit peu, je vais vous montrer un paysage morphique de Léo. Quand on rentrait à l'intérieur, on voyait entre les piliers, on va avancer encore un tout petit peu, entre les piliers, on voyait une sorte d'œuf. On va attendre un petit peu. Encore. Désolé. Non, c'est bien. Il faut avancer encore un tout petit peu. Légèrement. Ouais, voilà.
Alors là, on voyait un œuf entre les pieds. Alors, c'était le tout début, forcément, ce qui équivalait à des cartels, un petit panneau explicatif, c'était écrit. Et là, quand on passait entre les deux piliers, voilà, on rentrait dans ce monde de Léo, qui était un œuf avec une architecture morphique en particules, faite de particules, qu'il a fabriqué avec pour ceux qui connaissent un peu les œuvres qui sont fabriquées aujourd'hui avec de l'intelligence artificielle, il y a Refik Anadol, collectif et individuel. un artiste qui utilise qui s'appelle l'intelligence artificielle. Assistance à l'imaginaire. Assistance à l'imaginaire. Bon, il y avait une bande-son, pareil, qu'on découvrait à l'intérieur de ce gigantesque paysage morphique qui changeait d'état. Alors aussi, ce qu'il faut dire, c'est que ce qui nous intéressait pour terminer là-dedans, c'est en fait l'apparition, ce que je disais avec la volgance, la folie du Dr Tube, ça avait exactement le même effet pour nous, c'est l'apparition de cette nouvelle vision. Il y avait une nouvelle plasticité aussi qui apparaissait. Assistance à l'imaginaire. On voyait des œuvres qui n'étaient jamais figées, par exemple celle de Léo. Donc on a des œuvres impermanentes, des œuvres qui ne sont pas figées, des œuvres qui sont constamment en mouvement. On a aussi des œuvres flottantes qu'on ne peut pas évidemment réaliser dans la réalité. Et puis on a ces œuvres morphiques, et puis on a ces sculptures gravitationnelles qui flottent. Donc pour l'instant, nous on en est là, dans cette, mais ce qui est déjà pas mal. Et on en est là avec, en présentant, en exposant cette nouvelle plasticité comme un terrain de jeu à explorer qui peut durer au moins. Vous pouvez prendre le temps d'une heure, puis les gens le quitter. Même les plus réactifs revenaient à l'intérieur parce qu'il y avait une qualité sonore. Moi, on a travaillé avec un metteur en scène sonore qui travaille pour le cinéma et qui nous a permis. Et ensuite, ce sont les codeurs qui ont travaillé la spatialisation du son. On peut encore un petit peu avancer. Juste une question, le son, il était au casque. On entend très bien. Mais ça, c'est au casque. Ouais. C'était pas dans le vieux bordel. Non, il était dans le casque, on entendait dans le casque. Et en fait, au départ, je pensais qu'il fallait nous équiper de casques audio. Et en réalité, ils sont assez bien placés quand il y a un son très bon. On entend très bien dans le casque Oculus. Enfin, en tout cas, c'est suffisant pour être immergé. Et je pense, pour terminer, voilà, entre toutes ces expérimentations, ces outils d'expérimentation du cinéma dans la réalité, et puis aujourd'hui la manière dont on les réinvestit, on commence à les réinvestir dans ces espaces uniques qu'on a construits, eh bien, je trouvais qu'il y avait En fait, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'au mois de cet été, il y a une nouvelle version qui va être faite. On va imaginer un haut et un bas pour les plus audacieux, parce qu'on pourra se téléporter dans les espaces. Mais ça, justement, il y a tout ce travail pour éviter d'avoir la nausée qui est à faire, qu'on n'avait pas résolu ici, mais au moins, il y avait quand même une certaine douceur. Personne n'avait vraiment la nausée ou des vertiges à l'intérieur de cet espace virtuel qui était très bien synchronisé en fait. Donc et par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a une chose qu'on souhaitait faire avec cette nouvelle plasticité dans cet espace filmique, c'était justement une chose importante. Il y a quelques personnes, en fait, on a recueilli justement, on a fait une pièce sonore qui recueillait les sensations du public et qui était passionnante en fait, parce que effectivement, il y a quelque chose qu'on avait un peu oublié dans les parallélépipèdes blancs avec une seule entrée, une seule sortie. J'appelle ça les web tubes. Il y a une chose qu'on a oubliée, c'est qu'on pouvait
réappréhender les œuvres plastiques par les sens, directement par les sens. Et là, on a une véritable expérience, comme dans chaque expérience de réalité virtuelle, sensorielle. Mais en plus, là, on avait travaillé sur des œuvres avec une plasticité particulière, une plasticité sensorielle, sonore, graphique, qui était quand même tangible, malgré que ça soit dématérialisé. Alors voilà, on en est là, vers cette nouvelle ère plastique. Mais c'est vrai qu'après avoir fait ça, on a du mal, parce qu'il y a tellement pour un artiste collectif comme je suis, avec d'autres, on avait enfin la possibilité de matérialiser des mondes multiples et d'entrer à l'intérieur de ces mondes multiples. Et c'est difficile ensuite de retourner dans des espaces réels comme les white cubes. Par contre, ce qui est intéressant en faisant ces plongées à l'intérieur de l'espace virtuel, c'est qu'on peut réimaginer des lieux beaucoup plus multidimensionnels. Et on peut réimaginer des espaces réels autrement, pour sortir toujours de ces espaces avec une seule entrée, une seule sortie. Ça, à mon avis, travaille une plasticité à venir, une nouvelle plasticité à venir, qui nous intéresse beaucoup, et avec ce va-et-vient entre la réalité virtuelle et les espaces réels. Ben voilà. Alors, pour ceux que ça intéresse, j'ai apporté mon PC justement pour... on fait une petite pause et pour ceux que ça intéresse, de faire une immersion à l'intérieur de jeux de mots, justement. Alors, vous verrez, on se déplace, mais je vous montrerai. Là, on va faire une mise en miroir, il n'y a aucun souci. On n'a pas besoin d'Internet.